te rend légitime à dire que tu vas apprendre à un parent à être parent? Je n'apprends pas un parent à être parent. Mhm. J'aide le parent à comprendre les enjeux qui sont intéressants pour donner les moyens à son enfant de réussir sa scolarité et de s'épanouir dans sa scolarité. Est-ce que ça existe des enfants cons? Il n'y a pas d'enfants cons à l'école. Mhm. Il y a des enfants qui ont une méthode, qui ont une manière, qui ont un fonctionnement qui est particulier à eux. Mhm. Et il y a des enfants dont le fonctionnement n'est pas toujours, on va dire, sur la même longueur d'onde que le système dans lequel ils évoluent. La plupart des jeunes que j'accompagne qui viennent de l'Afrique, c'est surtout au niveau des lacunes, des compréhensions, des notions, Ouais. des méthodes d'apprentissage. Ouais. Ça leur permet de s'épanouir. Alors que les jeunes... Et quel est l'impact qu'un divorce peut avoir sur la vie d'un enfant en termes sur sa scolarité? Ça peut énormément déstabiliser l'enfant, même la famille, en tout cas toute la cellule familiale. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des enfants qui ont deux parents du même sexe? Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Pourquoi est-ce que tu fais la promotion de l'échec scolaire? Alors, l'échec scolaire, c'est d'abord une perception qu'on doit avoir en ce qui concerne l'échec scolaire, parce que en réalité, je n'en fais pas la promotion. Je permets aux personnes de voir l'échec scolaire comme une opportunité. L'opportunité de faire quoi? Alors, déjà, si on parle d'enfants, quand je parle de scolarité, je parle principalement d'enfants ici, de jeunes enfants. Et lorsque, en face de nous, on a un enfant qui est en difficulté, qui est notamment, entre guillemets, en échec, généralement, on va lui poser une étiquette. On va, par exemple, on ne va pas lui donner la chance d'être compris. Donc aujourd'hui, je mets en lumière justement ce regard-là qu'on a très souvent lorsqu'un enfant est en échec. Aujourd'hui, je permets aux parents, notamment, de regarder l'échec pas comme le fouet ou le jugement qu'ils doivent porter sur leur enfant, mais surtout comme l'opportunité de comprendre ce qui se passe réellement chez leur enfant. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive, qu'il soit en échec scolaire? Il y a forcément une bonne raison. Il faut aller chercher la raison. Et selon toi, ça s'appelle quoi la bonne raison qui explique l'échec d'un enfant? L'échec scolaire d'un enfant? Il y a plusieurs bonnes raisons. Alors, ce que je mets en avant très souvent, et ce qui est très fréquent, ce sont des blocages. Ce qu'on appelle des blocages d'apprentissage. Un enfant qui, parfois, on va trouver que l'enfant est lent, on va trouver que l'enfant n'arrive pas à mieux comprendre ses cours, on va trouver que l'enfant manque de motivation, ou alors qu'il n'est pas assez concentré. La seule chose qu'on va se rendre compte, c'est juste se dire « Ah, il est lent, il ne comprend pas. De toutes les façons, on ne peut rien en faire. Très souvent. Alors, je l'ai rencontré très souvent avec des parents. Et pourtant, derrière, il y a probablement un blocage émotionnel qui a un rapport parfois avec la vie familiale. Est-ce que tu n'es pas en train de culpabiliser les parents là? Pas du tout. Je suis en train d'aider, de permettre aux parents justement d'avoir un regard différent de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que la plupart des parents, quand ils viennent me voir, ils viennent me voir en disant « Oh, mon enfant n'arrive pas à écrire. Il n'arrive pas à se concentrer. Il n'arrive pas à faire les choses comme il faut à l'école. Il n'écoute pas. » Alors, ce que je permets aux parents, justement, c'est d'essayer de voir où en est leur propre responsabilité par rapport à cet enfant. Un enfant ne se retrouve pas en échec par hasard. Il y a forcément une raison qui n'est pas seulement liée à l'enfant. Parce que je sais aussi qu'on peut me dire, mais j'enlève la responsabilité de l'enfant. Bien sûr que l'enfant a sa part de responsabilité. Bien sûr que l'école a sa part de responsabilité. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de permettre aux parents de voir où est leur part de responsabilité vis-à-vis de nos enfants aujourd'hui. Et donc, généralement, quand les parents arrivent, ils me disent, voilà, mon enfant est ici, mon enfant est mon enfant. Et je permets justement aux parents de se rendre compte que finalement, peut-être que le contexte familial peut être perturbateur. Peut-être que la relation, la communication
qu'ils ont ensemble à la maison avec l'enfant peut être perturbateur. Peut-être que le fait de voir son enfant et de lui exiger des choses qui ne sont pas forcément réalistes sur le moment peut être perturbateur pour cet enfant qui a son rythme à lui. Et généralement, notre éducation, en tout cas le système, est fait en sorte que on permet à tous les enfants d'avancer au même moment, alors que tous les enfants n'ont pas toujours le même rythme. Voilà. À l'école, ce qu'on va demander à l'enfant, c'est d'être performant. On va lui demander d'être discipliné. On va lui demander d'avoir de bonnes notes. On va lui demander voilà, d'être ponctuel, d'être concentré en classe et du moins d'être un élève équilibré qui est prêt pour la productivité. Or, nous sommes des êtres humains. Et l'enfant on va dire, l'enfant est jeune, il est encore dans sa croissance et il a des choses qu'il ne connaît pas. Il a besoin d'apprendre, bien évidemment. Là, on parle d'apprentissage. Et l'apprentissage, ici, il ne s'agit pas juste d'apprendre les matières. Ce n'est pas juste de la connaissance. Il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire. Et dans le savoir-faire, on a la performance. Ça, c'est tout ce qu'on connaît. Mais il y a le savoir-être qui n'est pas toujours appris à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on demande à l'enfant d'être organisé. Tous les enfants ne savent pas s'organiser au même moment. Quand on parle d'autonomie aussi, tous les enfants ne sont pas autonomes au même moment et au même rythme. Tout à fait. Donc, parfois, ça relève de la responsabilité du parent d'inculquer certaines choses aux enfants. Mais il se passe parfois que le parent demande à l'école d'assurer cela. L'école estime que c'est le parent qui va assurer cela. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de ça, il y a l'enfant qui est un petit peu démuni parce qu'il ne sait pas. Qui va m'apprendre? Qui va me montrer? Bien évidemment, au milieu de cela, il y a, pour les jeunes adolescents qui sont en train de grandir, on va dire la puberté. Cette période très délicate des jeunes où ils sont en quête d'identité. Et c'est une période où il y a énormément de chamboulements, ils sont en quête, ils sont en recherche de leur identité. Donc, c'est aussi une période de leur vie où les émotions sont très présentes. Et aussi une période de leur vie où l'ego du jeune est très présent. Un jeune, ce qu'il faut savoir, c'est que, après, c'est des recherches scientifiques, un jeune est en quête de liberté. Un jeune veut avoir raison, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeune va chercher à imposer ce qu'il pense être la vérité ou ce qu'il pense être sa vérité. Il va vouloir que tout le monde puisse suivre cette vérité-là. Seulement, en face de cela, on a évidemment l'école, parce que le jeune est entre l'école et la famille. Et donc, on a en face de ça l'école qui exige à l'enfant de bien faire les choses et le parent qui a certaines attentes. Seulement, à un moment donné, il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de vide. Le vide est à quel niveau? Le vide est au niveau où cette quête d'identité va entraîner justement parfois des interrogations auxquelles l'enfant n'aura pas forcément des réponses. D'accord. Et moi j'ai une question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que ça existe des enfants cons? Ça, c'est une très bonne question. Alors, un enfant con ou un enfant bête n'existe pas. Ah bon? Pas du tout. Donc, ça veut dire que pourquoi cette expression existe alors? Parce que la société, la société le dit, les personnes le disent, parce qu'elles ne comprennent pas forcément les difficultés de l'enfant en face d'eux. Est-ce que tu ne seras pas un peu idéaliste, Jocelyne? Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait des cons? Mais parce que s'il y a des intelligents, il faut des cons. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence, justement? La capacité à résoudre des problèmes. Ah, d'accord. Quel genre de problème? Est-ce qu'il s'agit de problèmes scolaires seulement? Est-ce qu'il s'agit juste de problèmes de mathématiques ou de problèmes de français? Bon, est-ce qu'il y a des enfants cons à l'école? Ah, d'accord. Il n'y a pas d'enfants cons à l'école. Il y a des enfants qui ont une méthode, qui ont une manière, qui ont un fonctionnement qui est particulier à eux. Et il y a des enfants dont le fonctionnement n'est pas toujours, on va dire, sur la même longueur d'onde que le système dans lequel ils évoluent.
C'est pour ça que parfois, voilà, un enfant va, quand il va arriver à l'école, lorsqu'il va recevoir son cours, il aura du mal peut-être à comprendre parce que le profil qu'il a, donc ce qu'on appelle les profils d'apprentissage, le profil qu'il a pour apprendre ne correspond pas forcément toujours au support. La relation avec le professeur peut être compliquée. Tout à l'heure, on a parlé des émotions. Il y a des enfants donc, qui vont se refermer sur eux parce que leur relation au professeur est très compliquée, parce qu'ils ont l'impression, donc là on est dans les croyances, finalement les croyances limitantes du jeune, il va croire qu'on ne l'aime pas, il va croire que le professeur ne l'apprécie pas, que c'est toujours lui le bouc émissaire, et il peut, c'est-à-dire que le fait qu'il soit concentré sur ce besoin de reconnaissance ou cette souffrance par rapport à la non-reconnaissance du professeur, le fait qu'il soit concentré dessus, il va plus être concentré sur son travail scolaire. Ça veut dire qu'il sera complètement perturbé. Il y a des enfants aussi qui ont une certaine... C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont une certaine attitude parce que leur expérience familiale est aussi compliquée. Alors, je m'explique. Un enfant qui est dans une famille où il y a énormément de cris, où les parents se disputent quotidiennement, où on ne tient pas compte de ses émotions, ou dans laquelle le papa ou la maman va juste attendre les résultats sans tenir compte de l'évolution émotionnelle de l'enfant, sans tenir compte des capacités, sans faire attention au progrès continu de l'enfant, c'est un enfant qui potentiellement peut être découragé parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Et on va juste attendre la fin de trimestre pour regarder son bulletin. Et je pense qu'il y a des parents qui vont pas le nier. On va attendre la fin du trimestre, on va regarder le bulletin et on va se rendre compte que cet enfant, voilà, a une note qui est en dessous des attentes. Alors, les attentes de qui? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que c'est les attentes des parents? Alors, auquel cas, à quel moment est-ce qu'ils ont établi ces objectifs avec l'enfant? Parce que généralement, on attend de l'enfant qu'il réussisse comme nous ou bien plus que nous sans consulter le concerné. Le concerné, c'est l'enfant. C'est lui qui va travailler, c'est lui qui va s'investir, c'est lui qui va réussir. Certes, c'est pour son avenir, mais il faut l'impliquer dans ce projet. Généralement, les enfants subissent. Ils subissent énormément les attentes des parents, ils subissent énormément les attentes de l'école. Mais à aucun moment, on s'est assis avec l'enfant pour qu'il prenne conscience de ce qu'il veut. Je pense. En tout cas, très rarement. Ok, bon, je te laisse poursuivre. Oui. Très rarement. Très rarement. Je suis un petit peu... Je pense que je suis... Oui, peut-être. Je suis un petit peu radicale dans mon discours parce que ça fait quand même un bon moment que j'enseigne et que je le vois au quotidien. Que je vois des enfants souffrir au quotidien. Je parle par rapport à l'expérience de professeur que j'ai et l'expérience de coach que j'ai dans les accompagnements. Et donc, je vois ces jeunes-là qui se demandent ce qu'ils font là. Ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. On sait juste qu'on va se réveiller le matin, on va aller à l'école et on va rentrer le soir. Et que si on se travaille bien, potentiellement, on sera bien orienté et qu'on va avoir un métier où on sera bien payé. D'accord? Ça, c'est le discours de la société. Tout à fait. L'enfant, il naît, il grandit, il n'a rien demandé. Et il arrive, on lui dit que ça sera comme ça. À aucun moment, personne ne cherche à comprendre ce qui est en lui, ce qui se passe en lui, comment est-ce qu'il va gérer toutes ces exigences-là, parce que ça bouillonne à l'intérieur. Il faut bien faire attention à cela, l'aider justement à gérer toutes ces capacités qu'on lui demande d'avoir. Alors, imaginons une personne qui arrive, je ne sais pas, dans un métier, prenons le métier de l'entrepreneuriat. Bon, c'est devenu très, très, très présent maintenant de nos jours, tout à fait. On te dit que tu vas devenir entrepreneur. En tout cas, tu veux être entrepreneur. Et lorsque tu arrives, eh ben, tu te rends compte, c'est-à-dire quand tu arrives, tu veux vraiment réussir. On dit que voilà, on sera libre. Voilà, c'est tout ce qu'on nous raconte. On sera libre, il y aura la liberté financière, on sera libre de nos mouvements, on pourra voyager comme on veut, on va gagner de l'argent en dormant.
Ouais, Ça, c'est le discours oui, ça. de plusieurs personnes. Mais quand tu arrives dans ce milieu, tu te rends, enfin, on tombe des nues. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi certains réussissent et d'autres abandonnent? Mhm, Parce que certains, finalement, ont cette résilience-là. mhm, Ils acceptent et puis ils font leur parcours. mhm. Et après, ils réussissent comme ils peuvent réussir. Et les autres qui sont arrivés là, qui n'ont pas su s'adapter, qui n'ont pas accepté cette vie-là, finalement, ce n'est pas ce qu'on leur avait promis au départ. Oui, oui, oui. Voilà. Et lorsqu'ils arrivent, ils vivent cela. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir qu'un enfant à qui on a dit que tu vas aller à l'école, tu vas travailler, tu auras de bonnes notes, tu vas réussir et tu vas avoir un bon travail demain. Ça, Oui. c'est le schéma Oui, classique. Bon, il aura un bon travail demain, c'est très bien. oui. Lorsqu'il arrive sur le terrain, c'est pas aussi simple. Oui, Voilà. oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire non, 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 il faut travailler, c'est important. On va le raisonner. On va lui dire que de toutes les façons, moi, à mon époque, alors ça, je cite beaucoup de parents. Mhm. Moi, à mon époque, Moi, à mon époque, c'était plus dur encore. tout à fait. Toujours plus C'était difficile. compliqué. Hein, je marchais à pied, je faisais plein de choses. J'ai étudié Et sur la toi, bougie. voilà. Et toi, aujourd'hui, tu as cette chance Mhm. d'avoir accès à l'éducation, tu as cette chance de ne pas partir de rien, c'est-à-dire de partir quand même à ce niveau-là, et tu n'arrives pas à avancer. Ce discours, en fait, il est inaudible pour un jeune qui est né ici, qui a ces opportunités-là. Pour lui, c'est normal. Pour nous, c'est une opportunité. Pour lui, c'est une normalité. Mhm. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Oui, oui. Pour nous, voilà. Pour quelqu'un qui a grandi, Un quartier difficile. tout à fait, Ouais. c'est une opportunité. Alors pour lui, il vit sa vie Il a de toujours jeune. vécu ça. Tout à fait. Donc, quand il va arriver à l'école, il va se rendre compte que c'est plus difficile que prévu, que c'est plus compliqué, mais qu'il n'a pas forcément toutes les clés pour gérer ça, Oui. pour avoir cette capacité de résilience. Oui. Mais personne ne lui donne ces clés. Mhm. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'aller réussir. Mhm. Mais il fait ça comment? Bon, après, chacun donne ce qu'il a. Mais avant qu'on aille plus loin, Oui, Jocelyne. oui. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Tu vois, on a tout de suite mis Jocelyne dans la sauce. Et là, tu vois qu'elle est partie, il a fallu lever un peu le pied pour qu'elle se présente parce que tu dois sans doute te demander, mais qui est cette femme? Eh bien, avant de te présenter Jocelyne Tematio, auteur d'un livre détonnant, qui sera bien sûr conférencière au week-end de l'écrivain, 4e édition, ce 3 mai au Salon de l'Aveyron, permets-moi de te rappeler que c'est le rendez-vous des personnes qui cherchent la motivation, l'inspiration, mais surtout qui cherchent la bonne information pour te transformer et pour réussir. Bref, pour participer à cet événement de haut vol, franchement, c'est rien du tout. On te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo afin que tu puisses en savoir plus. Au-delà de ça, j'aimerais rappeler que Jocelyne, ici présente, a suivi le programme Plume d'élite grâce auquel on permet aux personnes inspirantes d'écrire le livre en 28 jours top chrono. On te met tout dans le premier commentaire de la vidéo également. Et bien sûr, cet épisode est enregistré chez Ultimate Pod. Bref, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et on va dire merci à Eman Kamga qui est à la régie. Et tout de suite, on va revenir sur notre invité de ce jour. Jocelyne, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Bonjour, je suis Tematio Jocelyne. Je suis mère, j'aime bien le dire, mère de 2 adorables enfants. Je suis professeur d'allemand depuis un moment déjà, depuis plus de 15 ans. Et je suis coach professionnel certifié, spécialisé dans le coaching familial et dans le coaching scolaire. Donc j'ai enseigné l'allemand déjà depuis le Cameroun et j'ai continué ici. Et depuis 2019, j'ai fondé TGS Devoir, qui est une académie en ligne qui permet aux mamans, hein, mamans boss lady comme je les appelle, d'aider leurs enfants à trouver l'épanouissement dans leur scolarité et trouver l'épanouissement familial aussi, de manière globale. Donc, si je comprends bien, toi, tu donnes les outils aux mamans pour mieux s'occuper de leurs enfants. Entre autres, je donne les outils aux mamans et j'aide leurs enfants. Tu donnes les outils aux mamans et tu aides aussi les enfants. Tout à fait. Pourquoi les mamans et pas les papas? C'est une bonne question. Pourquoi les mamans? Parce que j'ai les outils pour les aider. Parce que je sais comment parler aux mamans. Parce que je suis maman et que
je comprends, je connais les challenges des mamans. Pour les papas, je ne sais pas encore tout. Mais voilà, je pense que je suis plus apte à parler aux mamans et ma proposition les touche et leur apporte les réelles solutions dont elles ont besoin. D'accord, ok. Super. Moi, j'aimerais bien comprendre la transition entre professeur et maintenant coach des parents et des enfants. C'est quoi la transition du coup? Je n'ai pas compris. Bah, il n'y a pas de transition puisque ça a toujours été le cas. Ça a toujours été les enfants en tant que professeur. Il faut dire que lorsque j'ai commencé à enseigner, bon, depuis le Cameroun, bon, j'ai toujours aimé l'enseignement. Disons, j'ai toujours aimé l'école de manière globale. Tu étais une jeune de l'école? J'étais... Comment? On nous appelait les gens à l'école. Oui, les gens à l'école. Ouais, Ah d'accord, le long crayon. Ouais. Disons que j'ai toujours aimé l'école, mais je ne savais pas vraiment comment est-ce que j'allais pouvoir voilà, impacter, en tout cas avancer dans la vie avec l'école. Mais en tout cas, l'école, c'était quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours été très disciplinée, très investie, très heureuse d'aller à l'école. Alors, je pense que j'aimais l'école, mais c'était un amour à sens unique. Parce que je n'étais pas l'élève que j'aurais voulu être. Ah oui? Oui. J'avais énormément de blocages, mais je ne savais pas. En tout cas, aujourd'hui, je peux mettre le nom dessus, mais je ne savais pas à l'époque beaucoup de blocages émotionnels qui m'empêchaient d'être vraiment épanouie dans ma scolarité. Puisque tout ce qui concerne la performance, je l'avais. J'étais très performante, je travaillais, j'étais disciplinée. Mais mes notes, bon, voilà, vacillaient entre 9, 10, 11, ah oui. pas plus. Ah oui, ça doit être voilà, je n'étais pas une excellente élève et pourtant je travaillais dur pour. Et quand je suis devenue professeure, parce que j'aimais l'école et que finalement j'ai découvert l'allemand, qui était une langue voilà, que j'appréciais aussi. J'avais eu de très bons professeurs d'allemand. Je pense que ça a beaucoup compté. Bonjour, si vous me voyez. Donc, j'ai eu de très bons professeurs d'allemand qui m'ont donné envie de devenir professeur. Seulement, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis rendu compte que les jeunes au quotidien autour de moi vivaient à peu près la même chose que moi. C'était des enfants qui bossaient, qui travaillaient dur, véritablement, mais les notes stagnaient. Quand je suis arrivée en France, pareil, je vois des jeunes qui ont envie, des jeunes qui comprennent l'intérêt de l'école, qui comprennent que l'école est important, mais dans les actes, dans le comportement, dans l'attitude au quotidien, sont complètement déconnectés. Donc il a fallu que j'aille au-delà de l'enseignement de l'allemand pour comprendre ce qui se passe. Il fallait que j'aille découvrir tout ce qui est neurosciences, donc le cerveau de l'enfant, que j'aille découvrir tout l'aspect psychologique, psychologie du jeune, psychologie de l'enfant, pour comprendre le mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit, parce que quand ils manquent de motivation, quand ils manquent de concentration, ou quand ils disent, entre guillemets, je déteste l'école, j'aime pas l'école, l'école ne sert à rien, c'est qu'il se passe quelque chose en eux pour qu'ils puissent sortir ce genre de paroles. Alors qu'a priori, c'est des enfants qui comprennent quand on leur explique, qui sont plus ou moins performants. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, en voulant apporter cette réponse, les questions, du moins les réponses à ces questions, je me suis dit, alors, il faut que je me reforme, que je retourne à l'école, que j'apprenne, que je lise. Et je me suis formée aussi au métier de coach parce que, au-delà du soutien scolaire que tout le monde connaît, il y a d'autres accompagnements, il y a autre chose qu'on peut proposer aux enfants pour les aider à retrouver leur identité, à se comprendre, à se connaître, à découvrir quels sont leurs talents, à découvrir qu'est-ce qui compte vraiment pour eux, comment définir leurs objectifs, comment devenir performant, qu'est-ce que c'est que la performance. Figurez-vous que il y a encore peu de temps, je demandais aux élèves ce que c'est que leur valeur. Ils ne savaient même pas ce que c'est que la valeur. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Parce que ce qui va finalement animer un enfant, ce qui va animer un élève, pour qu'il aille chercher finalement le Graal, qu'est la bonne note, qu'est la bonne orientation scolaire, ça va être la valeur profonde qui va le pousser. Et les jeunes
ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas ce que c'était que la valeur. Et c'est quoi le pire conseil que les parents donnent souvent à leurs enfants lorsqu'il s'agit de l'école? Ouh, il y en a beaucoup. Allons-y. Tu peux nous en citer 3. Allons-y. Alors, très souvent, l'un des conseils, c'est de ne pas chercher à savoir pourquoi. Fais seulement. Fais seulement et on verra plus tard. Ça, c'est une erreur. En quoi est-ce que ça devient une erreur? C'est une erreur parce que qui veut faire des choses sans comprendre ce qu'il fait? Mais par moment, on le dit aussi parce qu'on se dit, il ne comprendra pas tout de suite, mais il comprendra plus tard. Tout à fait. Ça, Au moins, il peut avancer. Tout à fait. Effectivement, il faudra lui expliquer les choses dans ce sens, c'est-à-dire comme une carte. Ce que je fais généralement, pour que l'élève puisse quand même s'impliquer, même s'il ne comprend pas tout, c'est de voir l'école comme un puzzle, comme une pièce de puzzle. Mais il faut prendre le temps d'expliquer ça aux enfants, prendre le temps de s'asseoir et communiquer, échanger avec l'enfant. Et ça manque énormément. Est-ce que je peux développer le puzzle? Oui. Alors, le puzzle, c'est quoi? C'est des pièces. Et on sait que l'école, ce n'est qu'une partie de la vie d'un enfant. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est là où il va apprendre certaines choses, certaines généralités, certes, qui ne vont pas lui servir, tout ne va pas être utile plus tard, mais ce sont des pièces qui vont lui permettre finalement de compléter son puzzle, qui est son objectif de vie. Oui, ok. Encore faut-il s'asseoir avec l'enfant pour l'aider à comprendre son objectif de vie. Tout à fait. Parce que l'école n'est qu'un passage. Il y en a qui disent souvent que l'école n'est pas la seule voie. C'est vrai, l'école n'est pas la seule voie. Mais j'aime dire que l'école est la voie royale pour réussir. Pourquoi? Parce que à l'école, on apprend, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. C'est à l'école qu'on apprend à être résilient. La résilience s'apprend à l'école. Les personnes qui réussissent dans leur scolarité, qui réussissent à s'épanouir, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ils apprennent à l'école. Moi, j'ai appris la résilience à l'école. J'ai appris la patience à l'école. Dans le sport aussi, on apprend la résilience. Oui. Dans le sport aussi, on apprend. Mais la plupart des grands sportifs, il faut observer. Quand ils ont fini leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus passer des diplômes. C'est vrai. Ils sont retournés à l'université. C'est vrai. Parce qu'ils ont eu senti qu'il y a quelque chose qui manque. C'est vrai. Aujourd'hui, prenons Étofis. C'est des personnes qui sont retournées à l'école. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un grand orateur. Vous croyez qu'il a appris ça en jouant? Non, je pense pas. En tout cas, c'est pas au foot qu'on apprend. Voilà. Donc, entre autres, il y a plein de choses qu'on apprend à l'école. Cette capacité à être discipliné, ça s'apprend à l'école. La discipline s'apprend à l'école. C'est pour ça que c'est compliqué pour certains enfants, mais il faut prendre le temps pour communiquer, pour leur comprendre, pour leur faire comprendre que c'est une valeur. C'est pas quelque chose qu'on t'impose, c'est quelque chose qui doit devenir un art de vivre pour toi. Donc, il y a des enfants qui prennent beaucoup plus de temps pour comprendre cela que d'autres. Encore faut-il leur donner cette possibilité, ce temps-là pour qu'ils apprennent. L'apprentissage, ce n'est pas la force. C'est pas, on ne n'ouvre pas le cerveau de l'enfant pour mettre des choses dedans. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'aimerais qu'on reste vraiment concret. Voilà. Le premier conseil, tu as dit fais seulement. La deuxième erreur que beaucoup de parents erreur que beaucoup de parents font, donc c'est fait seulement. La deuxième erreur, c'est pas forcément un conseil, mais c'est une habitude de considérer que l'école va tout faire. Ils ont abandonné. Tout à fait. Ils ont déchargé, ils ont délégué toute la responsabilité à l'école. Seulement, je vais peut-être dire quelque chose qui va pas plaire à mes collègues profs ou au système, mais quoi qu'il en soit, l'école, c'est un endroit où on forme des futurs citoyens. C'est fort ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Un citoyen, c'est quelqu'un qui va entrer dans le système. Oui, il faut qu'il fasse tourner le système. Tout le monde n'est pas fait pour suivre forcément ce système. Donc, ça c'est d'une. D'autre part, un enfant est considéré à l'école comme un élève. C'est plus un enfant, c'est un élève. Ça veut dire qu'on on ne considère
qu'une partie de son identité, Tout à fait. cette partie productive qui va faire le travail, qui va avoir de bonnes notes, qui va être discipliné, enfin bref, tout le reste. Mais l'autre partie, humaine, qu'elle élève, c'est-à-dire celui, l'enfant de ses parents, ce jeune-là qui a ses sentiments, qui a des émotions, qui traverse la vie, qui a besoin de comprendre son identité, qui a besoin de se retrouver, généralement, c'est le parent qui a la charge, qui a la responsabilité. Moi, j'appelle ça surtout la responsabilité de l'aider à se retrouver, à se connaître, à se comprendre. Ouais. Mais parfois, il y a des parents... Alors, je peux comprendre, hein, comme on dit, chacun fait ce qu'il peut. Moi, je parle généralement aux mamans. Les mamans font ce qu'elles peuvent. Seulement, on est tellement occupé parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a le travail, hein, parce qu'on doit aussi s'accomplir en tant que personne, parce qu'il y a des problèmes de couple, parce qu'il y a des situations difficiles. On n'a pas souvent cette visibilité-là, on n'est pas souvent ouvert. Finalement, on n'a pas souvent cette projection-là pour se dire, bon, ok, je me pose et je prends vraiment le temps. Je prends le temps de, moi j'appellerais ça l'éducation, finalement, de manière globale, d'éduquer cet enfant, de lui transmettre cela. Parce qu'on a toujours l'impression que ça tombe de sens. C'est-à-dire que il a 10 ans, il a 12 ans, il a 13 ans. Donc, normalement, à cet âge-là, il devrait. Ouais. Mais en fait, il devrait si on le lui a appris. Ouais. Et maintenant, je prends le parent qui voit son enfant en difficulté scolaire. Il fait quoi? Un parent qui voit son enfant en difficulté scolaire, la première des choses, d'abord, c'est de comprendre ce qui se passe. Et comment il fait pour comprendre ce qui se passe? Déjà, évidemment, il faut rencontrer l'équipe éducative pour comprendre comment ça se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les professeurs pensent de cet enfant-là, qu'est-ce qu'ils ont pu observer. Alors, bon, l'échec scolaire, c'est vraiment de plusieurs ordres. Il peut avoir des blocages, il peut avoir des lacunes, parce que l'enfant a accumulé énormément de lacunes. Prenons l'exemple, un enfant qui a discuté en français. Hein, c'est probablement un enfant qui a accumulé des difficultés, des lacunes en français. Mais j'ai envie de demander aux parents, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est une question que je pose très souvent. Parce que quand on arrive, on dit l'enfant, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé à la maison pour qu'il en arrive à accumuler ces lacunes-là et qu'il se retrouve en échec? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? Ah oui, tu étais où? Alors chacun passe à ses responsabilités. Oui, parce que le professeur en classe, il vient, surtout quand on est en collège, en primaire, c'est autre chose. En collège, le professeur vient enseigner sa matière. Oui. Donc, il vient, il fait le travail, voilà, chapitre sur chapitre. Et en face, si l'enfant ne le suit pas, on va essayer de l'aider, on va essayer de le comprendre. Mais à un moment donné, dans les classes, aujourd'hui, on est à 27 élèves en moyenne dans les classes, en collège. Il ne va pas forcément trop se concentrer sur ton enfant. Tu es un élève, il va de soi. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à la maison, bon, tu l'as remarqué et tu t'es dit, ça va passer. Oui. Tu as laissé le temps passer, ça s'est encore accumulé. Entre-temps, tu as le travail, tu cours et tu as laissé que ça se passe. Maintenant, une fois que tu as accepté ta responsabilité, parce qu'il faut accepter sa propre responsabilité dans les faits, parce que si on n'accepte pas, tant qu'on remet la faute sur l'école, tant qu'on remet la faute que sur l'enfant, je dis bien que je ne suis pas en train de dédouaner les enfants. Voilà, je suis claire là-dessus. Un enfant qui ne travaille pas et des enfants qui font vraiment rien, ça c'est un autre cas. Mais la plupart du temps, de mon expérience, je parle de ce que j'ai vécu, de des années d'accompagnement, la plupart du temps, il s'est passé quelque chose. D'accord. Si tu permets. Oui. Je t'entends. Et je ne pense pas qu'un parent veuille que son enfant ne réussisse pas. Tout à fait. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et moi, je prends le cas de... Il y a deux cas de figure. Il y a des parents qui... ils ont peut-être le temps, mais ils n'ont pas la compétence pour pouvoir accompagner leur enfant. Tout à fait. L'autre cas de figure, c'est le parent qui, lui, travaille beaucoup justement pour payer les études à son enfant. Donc, il n'a pas le temps d'être présent. Qu'est-ce que tu as alors proposé à ces deux cas de figure? Alors, le premier cas de figure,
Si on n'a pas la connaissance, on la cherche. Bon, on va te dire, à mon âge, moi, je ne suis pas là à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent parfois du pays, même Oui. parfois qui ont grandi ici, qui ne sont pas là à l'école. Donc, elles ont beaucoup de difficultés. Comment elles vont aider leurs enfants? Tout à fait. Je comprends. C'est pour ça qu'il y a des groupes de parole, il y a des associations. Il y a du monde vers qui ils peuvent aller pour avoir cette connaissance-là. D'une part, une maman qui ne peut pas accompagner son enfant directement, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire. Non, il faut dire, on est là pour dire la vérité. Une maman, je vais regarder la caméra. Maman, si tu n'as pas la possibilité de le faire, je sais que tu cherches beaucoup d'argent. Je sais que tu es dehors en train de faire en sorte que tes enfants réussissent, que ton foyer soit vraiment bien, que ton enfant puisse avoir la meilleure éducation. Je sais que tu cherches l'argent. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps à lui consacrer et que tu n'as peut-être pas la connaissance. Mais cet argent-là, mets-le à profit. Fais en sorte qu'il ait un accompagnement approprié pour l'aider. Parce que si toi, tu ne peux pas le faire, trouve des spécialistes qui vont le faire, qui vont véritablement l'accompagner justement à être à l'aise, à être épanoui dans sa scolarité. Parce que c'est l'épanouissement qui fait que l'enfant, à un moment donné, va devenir performant. Surtout les enfants qui n'arrivent pas à se conformer au système. Bon, tu dis bien qu'elle cherche l'argent, Oui. mais elle n'a pas assez d'argent pour prendre un spécialiste. Comment elle fait? Alors, si elle n'a pas assez d'argent pour prendre un spécialiste, elle va se former pour aider son enfant. Il n'y a pas de... Il y a l'école Il n'y des a pas parents. d'excuse, bien sûr. Il y a la formation des parents. Je fais des formations gratuites tout le temps pour des parents qui veulent apprendre. Vous voyez, rapprochez-vous des professionnels. Les professionnels proposent énormément de choses gratuites pour avoir la connaissance et aider les enfants. Achetez des livres. Qu'est-ce qui te rend légitime à lui dire que tu vas apprendre à un parent à être parent? Je n'apprends pas un parent à être parent. J'aide le parent à comprendre les enjeux qui sont intéressants pour donner les moyens à son enfant de réussir sa scolarité et de s'épanouir dans sa scolarité. Je ne dis pas aux parents comment est-ce qu'il doit éduquer son enfant ou comment est-ce qu'il, voilà, quelle valeur est-ce qu'il doit inculquer à son enfant. Je dis aux parents que ton enfant doit faire partie de ta priorité autant que l'accomplissement que tu veux faire pour ta vie. Ton enfant doit avoir une place importante dans ta vie pour que tu puisses faire les sacrifices nécessaires pour l'aider, pour être là pour lui. Je te prends le cas d'un autre cas de figure. J'ai un de mes cousins qui, lui, souhaite arrêter les études en classe de terminale. Sauf que sa mère aimerait qu'il aille jusqu'au BTS. Mais elle n'a pas les moyens de le convaincre d'aller jusqu'au BTS. Imaginons que tu as... Je vais commencer par la mère en face de toi. Qu'est-ce que tu lui proposes de faire? Elle veut, c'est son désir à elle. Parce qu'elle estime qu'avec le BTS, il aura plus d'opportunités. Il aura plus, tout à fait. Et son fils, en face de lui, veut arrêter. Oui, parce qu'il dit que ça ne sert à rien. Donc, il faut aller comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et comment on fait pour aller comprendre ce qui se passe dans sa tête? On le fait accompagner. Oui, mais là, tout de suite, là, pour quelqu'un qui veut le faire accompagner, alors, il y aura quoi dans cet accompagnement, concrètement? Dans l'accompagnement, on va apprendre à ce jeune-là à comprendre, à connaître ce qu'il veut réellement. Parce que beaucoup de jeunes veulent être riches. Ils veulent gagner de l'argent sans savoir ce qu'il y a entre où ils sont aujourd'hui et la richesse de demain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ça, c'est pour ça qu'on revient encore à la connaissance de soi, la connaissance de l'enfant. Cet enfant-là, probablement, il a été, et bon, ça, c'est pas de la faute de la maman, elle sait et a raison que son fils va certainement réussir s'il suit cette voie-là. D'accord? Mais son fils, il n'est pas au courant de ça. Il ne sait pas, il ne comprend même pas encore les enjeux de là où il va. Il veut juste réussir. Donc, il faut permettre à cet enfant-là de se redécouvrir, de savoir qui il est, ce qu'il veut réellement de sa vie. Ok, tu ne veux pas faire le BTS, ça on l'a compris. Qu'est-ce que tu veux? Il faut lui donner l'opportunité aussi de dire ce qu'il veut pour voir. Peut-être que ce qu'il veut est intéressant. Encore faut-il qu'on l'écoute. Qu'on accepte. Pas forcément. On n'est pas obligé d'accepter son chemin. Mais qu'on l'écoute et qu'on l'aide.
ça peut être un chemin qui ne va pas forcément le mener où il veut aller. Mais le fait d'avoir été écouté, d'être entendu par sa maman, alors je ne sais pas si sa maman a pris le temps d'échanger avec lui, mais le fait d'échanger avec lui permet à la maman d'avoir un autre point de vue. Peut-être que ça peut élargir son point de vue. Mais en échangeant avec lui, elle lui pose quoi? Elle lui demande quoi concrètement? Alors, déjà, qu'est-ce que tu veux? Mais il va te dire, tu veux pas l'école. Je sais pas. Voilà. Ça, c'est des réponses. De fuite. Oui. Mais il sait. Mais juste, en face de lui, il sait que ça ne sera pas reçu. Parce que la maman, c'est le parent. Elle a la posture d'autorité. Dans ce cas-là, la posture d'autorité du parent peut être bloquant. Oui. La posture d'autorité du parent peut être bloquant parce que ça va empêcher l'enfant d'exposer son point de vue parce qu'il se dit de toutes les façons, elle ne va pas me comprendre. Et beaucoup de jeunes en coaching, lorsque je travaille avec eux, ils se disent que de toutes les façons, ils vont même pas m'écouter. Malheureusement, c'est vrai. voilà. C'est pas le bon messager. Le parent Non, n'est pas le bon messager. pas forcément. C'est pour ça que je dis, il faut l'aider, il faut qu'il soit accompagné. C'est-à-dire par quelqu'un en face de qui il peut s'exprimer librement. Et cette personne-là pourra transmettre l'information aux parents. Et ensuite, le dialogue peut commencer à ce moment-là, parce que le parent connaît le point de vue de son enfant. Maintenant, autre cas de figure. Oui. Imagine un couple. Oui. Ils ont un enfant. Et d'un côté, la maman veut que l'enfant poursuive ses études. De l'autre côté, le papa lui dit, bon, de toute façon, tu n'as pas besoin de ça. Comment on gère? Parce que du coup, l'enfant écoute les deux sons de cloche. D'accord. L'enfant à quel âge? Bon, on va dire c'est un ado qui a 16 ans. C'est un ado. Qu'est-ce que l'enfant veut? C'est la seule question que je vais poser. Mais au milieu de tout ça, l'enfant ne sait pas comment se positionner. Je vais être clair avec les parents. Je vais encore dire quelque chose qui ne va pas plaire. On n'est pas là pour leur faire plaisir. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Entre le besoin, en tout cas en ce qui concerne l'épanouissement, parce que je parle énormément d'épanouissement scolaire, parce qu'en opposition à l'échec scolaire, je pose l'épanouissement scolaire. En ce qui concerne l'épanouissement scolaire de l'enfant, le besoin du parent est secondaire en ce qui me concerne. C'est-à-dire que quand le parent arrive, je veux que il ait ça, je veux que il ait ceci, je veux qu'il ait cela, je l'entends. Vous êtes parent, vous avez envie de voir réussir votre enfant. Mais là, tout de suite, pour l'instant, votre enfant a besoin de quoi? Quel est son besoin? Parce que ce n'est pas ce qu'il veut, ce que l'enfant veut qui est le plus important, c'est quel est son besoin du moment. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment lui donner, lui imposer des choses. On n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans la conversation. C'est un adolescent. Ça veut dire qu'il est en quête d'identité. Ça veut dire que il a encore besoin de l'approbation de ses parents pour faire des choses. Et il a besoin du soutien de ses parents pour faire certaines choses. Or, ses parents ne s'entendent pas déjà sur ce qu'ils veulent pour lui. Il est au milieu de tout cela. Forcément, il sera indécis, il sera perdu. Et ça va davantage le perturber. Donc, la première des choses qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut? Quel est son besoin? Où est-ce que lui veut aller? Quels sont ses objectifs, lui, en tant que jeune? C'est déjà un jeune qui va bientôt être adulte, qui va bientôt prendre ses décisions seul. À quel moment on apprend à nos enfants à prendre leurs décisions seuls? C'est l'autonomie. Parce qu'on veut qu'ils soient autonomes et en même temps, on est derrière en train de mettre des garde-fous tout le temps. Je peux comprendre, parce qu'on est parents, on a envie de les protéger, de les voir réussir. Mais à un moment donné, il va falloir lâcher un peu prise pour que l'enfant puisse prendre certaines décisions qui le concernent et l'aider, c'est-à-dire l'encadrer. C'est-à-dire que le parent ne peut pas forcer son enfant à prendre une voie. On a vu beaucoup d'histoires où les enfants sont allés devenir avocats, ensuite ils sont revenus faire autre chose de leur vie parce qu'ils ont compris que ce n'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire. Ça a créé énormément de déceptions, mais parce qu'à la base, les enfants n'ont jamais été consultés alors qu'il s'agit de leur vie. Je pense qu'on doit
voir nos enfants pas comme une propriété. Les enfants ne sont pas c'est pas une propriété privée. Enfin, voilà. On doit les voir comme des êtres humains. À part entière. Oui, tout à fait. C'est des êtres humains qui sont en train de grandir, qui sont en train de se construire et qui ont besoin d'avoir certaines capacités pour pouvoir évoluer et devenir des personnes entières. À t'entendre, on dirait qu'il y a une solution à tout pour les enfants. Bien sûr. Ah oui? Tu n'as jamais eu le cas d'un enfant où tu es resté comme ça, tu as été dépassé, Si, je t'ai dit. si. Ah, raconte-moi comment ça s'est passé. Mais c'est un accompagnement qui est encore en cours. Mhm. Donc, c'est un jeune qui est en 3e. Et ça me touche parce que, voilà, le cas des enfants, c'est des cas qui me touchent énormément. C'est un jeune qui est en 3e, qui est redoublant, qui a redoublé sa 3e et qui est complètement démotivé. Suite au redoublement? Non, pas du tout. Il était déjà, l'année précédente, il ne voulait pas. En fait, il veut arrêter l'école. Il veut arrêter l'école. Pourquoi? Alors, il n'aime pas l'école. Il a dit qu'il n'aime pas l'école. Il a dit, ok. Oui, il a dit qu'il n'aime pas l'école. Et il a dit aussi, enfin, il a dit, autant il le dit et autant il le démontre clairement. Donc, c'est évident. Donc, on l'a aidé, on a discuté, enfin bref, le raisonnement ne fonctionne pas. Comme j'ai dit, il y a des niveaux où le raisonnement, ça sert à rien de raisonner un enfant. Parfois, il faut les fouetter, il faut les taper. Non. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Oui. On a fait énormément de choses. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un enfant qui est vraiment en échec. C'est-à-dire que quand on travaille avec lui, il comprend tout. Il travaille. Il peut être performant s'il veut. Mais juste, il veut qu'on le laisse. On lui colle la paix. Oui. Il veut arrêter l'école. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le laisser arrêter l'école. Il n'a pas encore l'âge requis pour arrêter l'école. C'est le système. Voilà. Mais je pense que c'est un enfant qui a un échec scolaire, certes, mais c'est un enfant qui va trouver sa voie et réussir. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas l'école. Mais ce n'est pas l'école. Il y travaille même déjà. C'est-à-dire que ce que j'ai fait avec lui, je l'ai aidé à clarifier son projet, à définir ses objectifs, à savoir vraiment ce qu'il veut, à savoir où il veut aller. Et il sait, pour lui, en tout cas, l'école n'est pas le passage par lequel il va passer parce que de toutes les façons, voilà, il attend juste que son âge Mais est-ce qu'il n'est pas en train de faire une erreur? Parce que moi, il voulait être footballeur. Heureusement que je ne suis pas footballeur aujourd'hui. Oui, mais tu as fait ton expérience. Oui. Voilà, il va faire son expérience. Il y a des niveaux où on ne peut pas forcer parce que même si on le faute, même si on le tape, même si on... Qu'est-ce que ça va changer sur sa position? Il va simplement se rebeller, embêter davantage les professeurs, être grossier, entre guillemets, dans le système. Et ça ne va pas changer grand-chose. Ses parents ont même pensé à le ramener dans leur pays d'origine. Bon, c'est une solution. Qui sait, peut-être qu'arrivé là-bas, le système sera plus propice. Mais il faut essayer le plus de choses possible. Ce que je propose aux parents, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces enfants-là, de les aider à traverser ces moments-là avec le plus de... Comment je peux dire? En étant là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu te rends compte, finalement, que l'école, ce n'est pas la voie pour ton enfant, qu'il a complètement baissé les bras, il faut que tu sois là. Il faut le soutenir. Il faut l'accompagner. Pourquoi? Parce que si tu le lâches, si tu estimes que c'est bon, j'abandonne, je ne peux plus rien en faire, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à réellement perdre ton enfant. Parce que il va chercher ses solutions ailleurs. Il va chercher sa voie tout seul. Et on connaît énormément d'histoires où les enfants, il y en a qui ont réussi, heureusement, Dieu merci, les enfants ont suivi leur voie tout seuls, abandonnant eux-mêmes. On connaît toutes les blessures que ça a causé, la rancœur face aux parents. Et finalement, ils réussissent leur vie parce que voilà, ils ont suivi leur chemin, ils ont suivi leur voie. Mais après, quel est le rapport qu'ils ont avec leurs parents derrière? Il y en a qui réussissent à pardonner et d'autres pas, d'autres qui ne reviennent pas en arrière.
D'autre part, on a aussi des enfants qui, parce que la voie de l'école n'était pas la voie royale pour eux, Oui. ont suivi une voie parce que les parents, c'est bon, dire c'est bon, toi, j'en peux plus, je laisse tomber. L'enfant va finalement avancer sur une voie qui n'est pas forcément la meilleure voie et il va réellement être en échec, pas seulement scolaire, mais en échec même de sa vie. De sa propre vie. Voilà, parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. D'accord. Et moi, je travaille à l'hôpital, donc je vois beaucoup d'enfants. Je suis un pédiatre. Bon. J'ai vu la vidéo. Alors, vas-y, lance. Bon, quel est l'impact qu'un divorce peut avoir sur la vie d'un enfant, en termes sur sa scolarité? Un gros impact. De quelle nature? Ça peut énormément déstabiliser l'enfant, même la famille, en tout cas toute la cellule familiale. C'est pour ça que un parent qui a été sensibilisé à la chose des émotions va pouvoir mieux accompagner son enfant qu'un parent qui n'a pas été sensibilisé à la notion des émotions. Parce que lorsqu'il y a séparation, ça veut dire qu'il y a rupture, ça veut dire qu'il y a changement, ça veut dire qu'il y a une figure d'attachement de l'enfant qui n'est plus là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que divorce ne veut pas aussi dire qu'on arrête de devenir le père ou la mère de ses enfants. Malheureusement, beaucoup confondent cela. C'est-à-dire que comme je ne suis plus avec la maman, je vais un peu viser les papas aussi, hein. Excusez-moi. Très souvent, le papa, quand il se sépare de la maman, malheureusement, il se sépare aussi des enfants. Et il ne se rend pas compte du vide qu'il va créer lorsqu'il va partir définitivement ou être en tension avec les parents. Donc, oui, la séparation crée énormément de vide parce que l'enfant perd un de ses repères. Et bien évidemment, il va plus être concentré dans sa scolarité sur cette blessure de l'abandon plutôt que sur le comment est-ce qu'il doit réussir sa scolarité. Donc, il y a des enfants qui réussissent à gérer ça tout seul. Ce n'est pas évident, parce que tout le monde n'a pas cette intelligence émotionnelle. C'est une intelligence. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence. C'est une intelligence. L'intelligence émotionnelle, tout le monde ne l'a pas développée. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer. Et donc, un enfant qui ne sait pas comment gérer cette émotion-là, parce qu'il y aura à la fois la colère, à la fois la frustration, le manque, plein de choses qui vont être chamboulées en lui. Il n'aura pas forcément de réponse. Oui, ça peut créer énormément de blessures et empêcher l'enfant, créer des blocages émotionnels qui vont empêcher l'enfant de s'impliquer réellement dans sa scolarité, bien évidemment. Oui. D'accord. Un autre cas que je rencontre à l'hôpital, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des enfants qui ont deux parents du même sexe? Des enfants qui ont deux... En classe... Non, en classe, peut-être en coaching, ou je ne sais pas trop. En genre, coaching, non, pas encore. On amène un parent, deux. Tu vois, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas encore fait cette expérience, mais je sais que les élèves que j'ai enseignés, voilà, ils avaient des papas, ils parlaient souvent de leur papa en classe. Papa 1, papa 2. Oui, mon papa. Est-ce qu'il y a une particularité avec ces enfants non. Ou ils sont comme... Non. Ok. Non, non. Et de ton regard de professionnel, un enfant a besoin de son père et de sa mère, ou alors il a besoin d'un papa et d'un papa, ou d'une maman et d'une maman? On va parler sans langue de bois, Jocelyne. Non, je ne parle pas en langue de bois. Sans langue de bois. Écoute, voilà. Un enfant a besoin d'une figure d'attachement. Non, c'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Écoute, bon, oui, pour revenir terre à terre, un enfant a besoin, de mon point de vue. Non, ton point de vue, on parle de ton point de vue, bien sûr. D'un père et d'une mère. C'est ton point de sa mère. Voilà, bien sûr, bien sûr. A besoin de son père et de sa mère. Bon. Après, s'il n'y a pas le père et la mère, il peut avoir que la mère. Très souvent, il n'y a que la mère.
je dirais malheureusement, parce que ça crée quand même un vide, même si c'est compliqué, même si, voilà, les mamans célibataires, vraiment, bravo à vous. Vous arrivez à créer finalement cette ambiance-là pour que l'enfant puisse évoluer. Mais voilà, scientifiquement et même émotionnellement, un enfant a besoin de ses deux parents. Ouais. Ok. Il y a une phrase que j'avais lue quelque part un jour qui m'a beaucoup marqué. Il disait, un homme avec un H ou une femme doit d'abord avoir du temps pour sa famille avant d'avoir du temps pour son travail. J'aborde cette thématique parce que souvent on a justement des mamans qui disent qu'elles sont trop occupées, elles n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs enfants. Je leur dis quoi à ces femmes? Est-ce qu'elles doivent négliger leur travail pour privilégier les enfants? Alors, lorsque je parle de vraiment s'investir auprès des enfants, ce n'est pas forcément être là devant eux, parce qu'il y a des mamans qui sont même là, mais qui ne sont pas forcément toujours efficaces pour l'accompagner. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on va vraiment proposer à l'enfant pour qu'il s'épanouisse finalement. On peut être très occupé et s'assurer que... Alors, ce que je dis souvent, c'est prenons rendez-vous avec nos enfants. Voilà. Trouvons un peu de temps pour eux. On n'est pas obligé. C'est-à-dire, ce n'est pas la quantité. Voilà, c'est surtout la qualité. Moi, j'appelle souvent ça les temps de qualité. C'est vraiment la qualité du temps qu'on passe avec l'enfant qui va le marquer plus que la quantité. Parce qu'on peut être avec les enfants et se chamailler avec eux. On peut être tout le temps là et avoir une communication saccadée avec les enfants. Et ne même pas pouvoir communiquer avec eux, ne même pas se parler, ne même pas savoir ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Et pourtant, on est là, au quotidien. Donc, ce n'est pas forcément d'être présente physiquement, c'est vraiment la qualité de la présence. Voilà, cette qualité-là. Passer des moments d'échange, de discussion, des moments de lecture, des moments, des sorties, de temps en temps, prendre rendez-vous avec les parents. Je fais souvent des potins avec ma fille, des potins de l'école. Elle me raconte tout. Elle raconte tout. Et pourtant, je n'ai pas beaucoup de temps. Je travaille beaucoup aussi. Je suis aussi une maman qui travaille beaucoup. Je suis professeure, je suis coach. Mais je prends rendez-vous. En tout cas, j'essaie de prendre rendez-vous avec mes enfants pour remplir ce qu'on appelle le réservoir émotionnel. C'est très important pour les enfants. Autant jeunes qu'adolescents. Même si ce sont de grands enfants, ils ont besoin de sentir qu'ils ont une place importante dans la vie de leurs parents. C'est pas juste... voilà. C'est très important pour eux. Ok. Et au-delà de ça, c'est quoi la plus belle histoire ou la plus belle expérience que tu as eue avec un enfant? Est-ce que tu peux nous raconter? Il y en a tellement. Alors, je vais vous raconter laquelle. Alors, quand tu parles d'expérience, c'est vraiment laquelle? Une expérience d'accompagnement, une expérience... C'est ça. Je vais vous parler des sœurs, de sœurs que j'ai accompagnées. Et alors, chacune avait son profil. Elles viennent de la même famille, de la même maman, mais elles sont différentes, complètement différentes. Il y a une qui à l'époque, elle était en seconde, et sa jeune sœur était en 5e. Donc, la première, elle avait vraiment du mal avec le rapport à l'autre. Elle n'arrivait pas à comprendre l'autre. Donc, elle venait d'arriver, enfin, du moins, elle était au Cameroun, elle est arrivée en France, et il fallait s'adapter. Elle n'arrivait pas à comprendre le fonctionnement français. C'était très perturbant pour elle. Et à côté de cela, elle avait du mal aussi avec les matières. C'était compliqué. Et à chaque fois qu'on est dans l'accompagnement, il me posait toujours des questions. En fait, des questions, c'est-à-dire que c'était des questions qui, de prime abord, étaient évidentes pour tout le monde. Je vais donner un exemple. Oui, Jocelyne, ils ont le droit de m'appeler Jocelyne. Je ne suis pas prof à ce moment-là, donc Jocelyne, est-ce que si je
je dis à un élève, je dis à une amie que je peux l'inviter à la maison. Est-ce que tu penses qu'elle va accepter? Est-ce que tu penses qu'elle va refuser? Parce que si elle refuse, vraiment, je serais triste, je serais malheureuse. Ok. Alors, la réaction d'une personne lambda, ce serait de dire « Oh, vraiment, tu exagères, tu es toujours en train d'exagérer. » Oui. Mais en réalité, c'est une question très importante pour cette jeune fille. Elle a besoin d'une réponse très claire. Et donc, voilà, je l'aidais à vraiment à comprendre un petit peu comment les gens fonctionnent, parce qu'elle avait besoin de comprendre le fonctionnement des personnes, à comprendre surtout qu'elle ne peut pas contrôler l'autre en face d'elle. Elle ne peut pas déterminer la réponse de l'autre. Donc, la réponse de l'autre ne devrait pas l'affecter parce que ça n'engage que l'autre. S'il dit non, il a ses raisons. Il fallait lui expliquer cela, en fait. Et donc, c'était plein de petites questions comme ça. Et ça m'a permis aussi de me dire, waouh, il ne faut surtout pas négliger ce qui se passe là-dedans. Chez les jeunes, parce que ça peut vraiment être bloquant. En dénouant toutes ces petites questions qui étaient en elle, ça lui a permis vraiment de se retrouver et d'être vraiment à l'aise dans son travail, d'être à l'aise dans sa scolarité. Elle n'était plus dans « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Elle était plus dans le « Comment je réussis ma scolarité ?» Donc, il a fallu libérer cette partie-là dans son cerveau pour qu'elle se sente libre et qu'elle se sente bien et qu'elle puisse se concentrer sur son travail scolaire. D'accord. Une autre question? Tu voulais compléter? Je finis avec la deuxième sœur, s'il te plaît. À côté, il y avait sa sœur aussi qui avait du mal vraiment dans son travail. Alors elle, c'était assez particulier, elle n'avait pas de problème de relation à l'autre. Voilà, la vie était belle. Seulement, dans son travail, elle pensait avoir la science infuse. Elle savait tout. Et pourtant, elle se trompait sur tout. Aïe, aïe, aïe. Humilité. Zéro. Voilà. Seulement, ça la bloquait énormément dans son travail. Donc, elle n'écoutait pas la méthode des autres, c'était sa méthode. Donc, il fallait vraiment l'aider à retravailler justement sur ses émotions, parce qu'il y avait une notion d'émotion, l'aider à vraiment se canaliser et accepter le point de vue de l'autre, parce qu'en face d'elle, il y a l'autre. Donc, elle n'est pas seule au monde. Donc, c'était vraiment un processus. Et ça m'a vraiment marqué. J'étais très heureuse d'avoir accompagné ces deux sœurs qui, a priori, voilà, quand on les voit, on ne pouvait pas imaginer qu'elles pouvaient avoir. Mais leur maman se tirait les cheveux. Elle ne comprenait pas. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et j'ai été très heureuse de les accompagner. Aujourd'hui, elles s'épanouissent, elles avancent dans leur scolarité. La maman, elle est très heureuse aussi. Ok, voilà. Super. Et est-ce que tu as vu une différence dans l'accompagnement entre des enfants nés et grandis en France et ceux qui sont nés en Afrique et sont venus en France? Alors, ceux qui sont nés en Afrique, sont venus en France, sont disciplinés. Sont beaucoup plus disciplinés? Beaucoup plus disciplinés. Ah oui. Et alors qu'ici, c'est ceux qui sont... Alors, ici, les enfants qui ont grandi, comme je dis toujours, nous, on va voir le système scolaire, on va dire européen, comme une opportunité. Ah oui, en effet, oui. Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'un enfant qui vit ici, c'est son quotidien. Son quotidien, pour lui, c'est normal. Voilà. Donc, je ne vais pas accompagner les deux de la même manière. Parce que l'un a une autre réalité, que je connais aussi, heureusement. Donc, ça me permet de pouvoir lui permettre de voir les deux fronts et de voir tout ce qu'il a à gagner. La plupart des jeunes que j'accompagne qui viennent de l'Afrique, c'est surtout au niveau des lacunes, des compréhensions, des notions, des méthodes d'apprentissage. Ça leur permet de s'épanouir. Alors que les jeunes qui sont ici dans le système, qui prennent les choses comme acquises, parce que c'est ce qu'ils connaissent, il faut aller leur permettre justement de voir cette opportunité-là, de se rendre compte de la chance qu'ils ont. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ça pour avancer. Donc, c'est vraiment, c'est à ce niveau-là. D'accord. Et entre les garçons et les filles, qui sont les plus... C'est kiff-kiff ou alors il y a l'un des deux sexes qui est un peu plus difficile à accompagner? Disons que quand j'accompagne, non, je n'ai pas vraiment de différence. Non, il y a des filles difficiles, il y a des garçons difficiles. Mais avec des garçons, il faut être vraiment... on va dire quoi, tenace. Et tu dirais quoi aux parents, par rapport aux parents qui doivent assurer le suivi de ses enfants? Avec les garçons, comment est-ce qu'ils devraient se comporter? Avec les filles, comment est-ce qu'ils devraient se comporter? C'est quoi les petits trucs qui font la différence entre les deux? Il faut être plus ferme avec les garçons. Ah oui?
Pourquoi? Surtout si tu es maman. Pourquoi plus ferme avec les garçons? Il faut être plus ferme avec les garçons parce que un garçon, il va plus chercher à se libérer du joug parental, c'est-à-dire de l'autorité parentale. Ah oui, moi je croyais que c'était l'inverse, mais ok. Non. De mon expérience, Mhm. le garçon va rechercher sa liberté très tôt. Ok, d'accord. Donc, la fermeté, alors je ne dis pas d'être agressif avec le garçon, non. Je dis, il y a des règles. Parce que demain, c'est ce garçon-là qui va établir les règles. C'est-à-dire que c'est aussi un enseignement qu'on lui fait. C'est celui qui va poser des règles, par exemple, dans sa vie, même dans sa vie de couple future. On attendra du garçon d'établir des règles, d'être ferme. Il faut lui enseigner cette fermeté-là. D'accord. Très important. Et pour la fille? Alors, pour la fille, il faut être ferme, pas autant que le garçon, mais il faut surtout aider la fille à avoir beaucoup de résilience. Alors, pourquoi? Parce que la fille va rencontrer énormément de challenges dans sa vie. Comme le garçon. Je finis. Ok. Valère, merci. Les filles, généralement, on ne donne pas toujours la légitimité aux filles pour faire beaucoup de choses. Et pourtant, les filles ont énormément de ressources. Et une fille qui a la résilience, qui a cultivé beaucoup de résilience en elle, va chercher, va être proactive, va toujours chercher le moyen de s'en sortir. Même si en face, il n'y a pas de personnes qui vont valoriser ce qu'elle va faire. Alors, je parle autant par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience de beaucoup de femmes qui n'ont pas toujours été vues légitimes dans ce qu'elles faisaient. Et je pense qu'on n'est pas encore sorti de là. La société est encore voilà, on pointe la fille, on pointe le garçon. La preuve, tu es en train de vouloir faire la différence, la fille, le garçon, mais bon. Non, mais peu après, importe. les êtres différents. Oui, voilà. Donc, peu importe, mais la fille va être très souvent confrontée à des injustices parce qu'on ne va pas la reconnaître à sa juste valeur. Et si elle a cette capacité de résilience, elle va trouver sa porte, elle va créer ses opportunités. Parce que la fille, elle a tellement de choses à offrir, même si tout le monde ne voit pas. Et donc, cette résilience-là va lui permettre de grandir et de s'épanouir, de fleurir et d'aider énormément de personnes. Et sans jamais se décourager. C'est très important. Et comment un parent travaille la résilience de son enfant? Le parent travaille la résilience de son enfant. Alors, en ce qui concerne, on va rester un peu dans la scolarité, c'est qu'elle ne se décourage jamais. Mais comment il va l'aider à ne jamais se décourager? De l'aider à trouver sa voie, de l'aider à créer ses opportunités au quotidien. Maman, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Ok, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire ça différemment pour toi, pour que ça te convienne, pour que tu puisses utiliser ce que tu as comme ressource pour y arriver au quotidien. Si tu n'arrives pas, là, tu n'arrives pas dans cette matière, tu n'arrives pas en mathématiques, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver avec ta manière à toi de faire, ta manière à toi de fonctionner? Plutôt que j'abandonne, je laisse tomber, oh, c'est trop dur. Et lorsqu'une fille, bon, si on parle de fille, hein, c'est vraiment tous les enfants, lorsqu'un enfant n'est pas résilient, évidemment, il va abandonner devant le premier échec. Il va abandonner quand ça va être compliqué, il va abandonner quand on va le réduire peut-être à une fille. Elle va abandonner quand elle va arriver dans des situations ou bien dans des niveaux où il n'y a que des hommes. Et peut-être elle aura peur, elle ne va pas oser, elle ne va pas se dire que j'ai ma place ici, elle ne va pas s'autoriser à briller. Voilà, c'est des problématiques que rencontrent énormément de femmes, même dans le secret. Et je pense que une jeune fille qui développe cela en elle va forcément briser les chaînes. Et la plupart des femmes qui ont réussi à briser des chaînes, c'est parce qu'elles avaient cette capacité de résilience-là. Et voilà, je crois fermement que ça peut ouvrir énormément de portes. Oui. Ok. Et est-ce que dans tes accompagnements, tu accompagnes uniquement les enfants d'Africains ou alors c'est aussi les Européens? J'accompagne
tous les enfants. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants des Européens et les enfants des Africains? Oui, comme je t'ai dit, la discipline, mais à part ça, non, pas Non, vraiment. pas vraiment. Mm. Et est-ce que tu as eu à accompagner des enfants de riches, de Qu'est-ce que tu bourgeois? entends par Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, des Oui. bourgeois. Ah oui? Voilà. Et c'est quoi la différence entre les enfants de bourgeois et les enfants de lambda, de prolétaires? Il n'y a pas de différence. Comment ça? L'échec scolaire, c'est l'échec scolaire. Donc ils n'ont pas de Un enfant particulier. en échec, c'est un enfant en échec. Mais est-ce que l'échec d'un enfant qui mange 3 fois par jour et l'échec d'un enfant qui a du mal, est-ce que c'est pareil? Un enfant qui ne voit pas l'intérêt de l'école, même si ses parents ont plein d'argent, il va voir l'argent que ses parents gagnent. Il va pas voir. Si on ne lui a pas montré tout le travail qu'il y a derrière, s'il n'a pas vu derrière tous les sacrifices que ses parents font pour ramener cet argent, il va exactement penser comme n'importe quel enfant qui est en échec. Il va se dire que l'école ne sert à rien. Pourquoi? J'ai déjà de l'argent. Mes parents ont suffisamment d'argent. Pourquoi est-ce que je vais me battre? C'est tout est prêt. Alors, et d'autre part, bon, peut-être cette différence-là, un enfant qui a des difficultés et que ses parents ne sont pas forcément riches, il va se dire de toutes les façons, je peux être riche autrement. Parce qu'il y a ce qu'il faut savoir, bon, si on parle par exemple des enfants qui ont grandi dans un certain contexte social compliqué, si autour d'eux, ils voient d'autres personnes qui vendent par exemple de la drogue, qui ont un certain style de vie où ils ne font pas beaucoup d'efforts pour réussir, pourquoi est-ce que tu veux qu'ils trouvent l'intérêt à aller se prendre la tête dans la scolarité alors qu'il sait qu'il suffit qu'il aille au coin de la rue se faire embaucher pour gagner énormément d'argent. Et beaucoup de jeunes vivent cela. Et pourquoi est-ce que tu veux qu'ils aillent à l'école se donner autant de mal alors qu'à côté, ils estiment qu'il y a mieux. Donc il y a vraiment cette mentalité-là qui peut influencer, bon, ce sont des influences négatives, qui peut facilement influencer un enfant et l'amener vers la mauvaise voie. Donc, d'accord. Ok. Et puisque tu donnes des outils aux parents, est-ce que les outils, tu donnes les mêmes outils aux parents bourgeois qu'aux parents prolétaires? Excuse-moi de rire. Mais... c'est des questions bêtes, mais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parent qui décide de mettre de l'argent dans un accompagnement, c'est un parent qui a longuement réfléchi, qui a essayé beaucoup de choses, qu'il soit bourgeois ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a essayé beaucoup de choses. Il a essayé des soutiens, il a essayé des psys, il a essayé des petites choses où il va dépenser un peu d'argent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement est un peu considéré comme... Parce que beaucoup d'étudiants le font. Donc, c'est un peu considéré comme voilà, un truc qui donne un peu d'argent de poche. Donc, que le parent soit bourgeois ou quoi que ce soit, il va d'abord avoir recours au soutien scolaire, à des choses où il ne va pas dépenser de l'argent. C'est-à-dire que le rapport à l'argent est le même que le parent soit bourgeois en ce qui concerne l'accompagnement des enfants, la plupart du temps. Le rapport à l'argent est le même. Donc, quand il décide finalement de se dire, bon, là j'ai essayé plein de trucs, ça ne fonctionne pas, bon, il va falloir peut-être trouver des solutions réelles pour l'enfant. À ce moment-là, oui, il faut trouver de l'argent. Et donc, donc, quand ils viennent, en fait, ils sont disposés. Ils sont disposés à faire ce qu'il faut pour aider leurs enfants. Donc, en réalité, il n'y a pas une grande différence. Parce que un parent qui a beaucoup d'argent, un parent qui n'a pas, ils sont autant en détresse l'un que l'autre. Parce que leurs enfants, c'est-à-dire que c'est les enfants. Il ne s'agit pas réellement d'argent, il s'agit vraiment... Leurs enfants sont en difficulté et ils sont démunis. Malgré tout l'argent qu'ils ont. Vous voyez? Ou voilà, malgré tous les moyens qu'ils ont pu mettre en place pour aider l'enfant, ils sont démunis. Et donc, face à l'échec, les parents ont la même posture. D'accord.
Et donc, ça veut dire que tu donnes les mêmes outils. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est pas par rapport aux parents que je donne l'outil, c'est par rapport aux besoins de l'enfant. Oui. D'accord. Okay. Que je donne les outils. Alors, les outils que je donne aux parents, effectivement, c'est pour aider aider le parent à comprendre son enfant. D'accord. Parce que moi, je m'occupe des enfants. Ah oui, ok. Moi, je m'occupe des enfants. Ouais. Le besoin des enfants passe avant le besoin des parents, en ce qui me concerne. D'accord. Et tu es pour ou contre la chicotte? Contre. Pourquoi? On t'a chicoté, bon, est-ce que on t'a fouetté quand j'étais petite? Beaucoup. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact négatif dans ta vie? Beaucoup de blessures. Ah oui? Beaucoup. Ah, moi, on m'a fouetté, moi, ça va. Hein? Oui, c'est pour ça que je dis, on n'a pas la même capacité, le même rapport ouais. à la souffrance ou la même intelligence émotionnelle face à la violence. Ok, on va passer. Mais bon, regardons, Jocelyne. Non, si, je réponds. Ok, vas-y. On n'a pas la même... Waouh. On n'a pas le même rapport à... Il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas encore prête. Wow. Bon, maintenant, Jocelyne, regarde un peu le truc. Toi, pour toi, on doit bannir la chicotte. Non, totalement. Non, okay. On ne doit pas bannir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de fermeté. Donc, par moment, on peut fouetter un peu. Laisse-moi répondre. Alors, je ne suis pas contre la chicotte. Mais je ne suis pas pour que la chicotte soit la réponse automatique. Ok, d'accord. Donc, on peut fouetter un peu. La chicotte arrive en dernier recours. Alors, maintenant, on chicote pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message à l'enfant lorsqu'on le chicote? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne vais pas dire, voilà, il faut chicoter dans telle circonstance. Il faut te demander ce que ça va apporter à l'enfant au moment où tu le frappes ou tu le gifles. Qu'est-ce que ça va lui apprendre concrètement? Est-ce que tu tapes? Est-ce que tu tapes parce que l'émotion est montée et que la colère t'a poussé à le faire parce que tu étais énervé contre lui et bon, c'est parti? Ou alors est-ce que tu tapes parce que derrière, tu veux lui apprendre quelque chose parce qu'il est allé outre des règles qui ont été mises en place et il savait très bien ce qu'il encourait s'il brisait ces règles. Donc en fait, tout part de là. Pourquoi? Tout part de là. C'est-à-dire que quand on établit des règles, en tant que parent, eh bien évidemment, on doit établir des règles. On doit être ferme dans ces règles qu'on a établies parce qu'on sait que c'est pour leur bien, parce qu'ils ont besoin de cadre. Voilà. Et maintenant, quand l'enfant va au-delà, si au départ, tu lui avais bien expliqué que si tu fais ça et que ça va au-delà de ce que je t'ai demandé, bah, il y aura probablement la chicotte quelque part. Il sait déjà qu'on va le chicoter. Et il va apprendre parce qu'il sait que s'il dépasse, ça peut arriver. D'accord, ok. Je ne suis pas contre la chicotte, mais ce n'est pas le premier truc. Parce que généralement, dès qu'on est énervé, Fimbou. Dès que ça ne va pas, on y va. Mais qu'est-ce que ça enseigne à l'enfant finalement? La seule chose que ça enseigne à l'enfant, c'est que tu es incapable de gérer tes émotions. C'est que émotionnellement, tu as encore des choses à apprendre. Et voilà, tout simplement. La chicotte là, c'est quelque chose de compliqué. Ouais. Ok, bon, Jocelyne, on tend bientôt vers la fin de notre échange. Et concrètement, le livre que tu as rédigé autour de l'échec scolaire et tout, qu'est-ce que ça nous apprend? Le livre que j'ai rédigé sur l'échec scolaire, déjà l'échec scolaire, c'est une opportunité. C'est ce que je veux transmettre comme message parce que l'échec de ton enfant aujourd'hui te permettra finalement de te concentrer sur qui il est. Ça permet de te dire, bon, ok, ça fait un moment, je n'ai pas vraiment fait attention à mon enfant. Il a peut-être accumulé des choses et là, il y a un signal d'alarme. On me dit qu'il y a quelque chose. Ok, maintenant, c'est l'opportunité de m'asseoir et de me rendre compte, ok, cet enfant, c'est qui? Quel genre d'élève il est? Qu'est-ce qu'il a réellement comme problème? Quel est son besoin?
quelle est son identité en fait? C'est qui mon enfant? Je me rends compte qu'il y a plus de questions à se poser qu'il n'y a de réponses. Bien sûr, il faut se poser énormément de questions. C'est comme ça qu'on va permettre à l'enfant même de finalement... Parce que pour qu'un enfant se construise, il faut qu'il se pose plein de questions. Il va apprendre comment s'il n'a pas de questions. S'il est juste là pour absorber des connaissances qu'on lui donne à l'école. Il ne va pas vraiment se développer personnellement. Parce que c'est important. Au-delà des connaissances, au-delà des connaissances qu'on a au quotidien, si on ne se développe pas personnellement, on ne va pas grandir en compétences. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les soft skills. Voilà, on ne va pas grandir là-dedans. Alors que c'est très important, même pour le monde professionnel, d'avoir ces qualités-là qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc, si l'enfant est en échec, c'est qu'il y a forcément un pourquoi, il y a forcément une raison, il y a forcément un besoin qui n'est pas encore assouvi. Et c'est le moment de t'asseoir en tant que parent et de te dire, bon, il y a des choses à faire, il faut aller creuser pour comprendre ce qui se passe et apporter la solution qu'il faut réellement à l'enfant. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu as prévu pour nous pour le 3 mai, au week-end de l'écrivain? Le 3 mai, évidemment, il y aura des conférences. En ce qui me concerne, je vais permettre aux parents de comprendre le fonctionnement de leurs enfants. De comprendre aussi comment la motivation de l'enfant fonctionne. Ça, c'est très important parce qu'on veut que l'enfant soit motivé, mais ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et je pense que les parents vont regarder leurs enfants différemment après cette conférence et va leur permettre finalement avoir un regard différent sur l'échec scolaire. Et plutôt que de parler forcément de la performance à l'école, ils vont comprendre que l'épanouissement à l'école est aussi important. Parce qu'un enfant épanoui, c'est un enfant qui va réussir sa vie. Ouais, c'est vrai que la vie, c'est plus important. Voilà. En un mot, comment faire pour éviter l'échec scolaire de son enfant? Pour éviter l'échec scolaire de son enfant, il faut connaître son enfant. Il faut avoir la connaissance. Il faut beaucoup lire. Très important. Mais surtout, qu'est-ce qu'on doit faire dans sa vie à lui pour la vie de l'enfant? Oui. Il faut être un parent encadrant. Il faut être là. Il faut être là comme on peut. Quand on est là et qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas toutes les réponses, on va les chercher. Il faut être un parent proactif. C'est vrai, un parent proactif, c'est un parent qui va empêcher l'enfant de subir certaines choses. C'est très important. Merci Jocelyne. Bah, je t'en prie. C'est quoi ton repas préféré? Alors, mon repas préféré, il y en a beaucoup. C'est le poulet DG. Le poulet DG. Bonne continentaise. C'est quoi ton pire défaut? Alors, mon pire défaut, je pense que je l'avais déjà dit précédemment, c'est la colère. La colère? Ah oui? On ne dirait pas du tout. Hein. Mais parce que je travaille sur moi. Waouh! Je tombe des 10 étages. Oui, quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures à cause de la colère, oui. Bah, c'est quelque chose qui a été... C'est comme un héritage, mais c'est un héritage que je refuse de transmettre aussi. Ok. Voilà. Ben écoute, Jocelyne, ta caméra est là. Je te laisse le message de la fin. Oui. Alors, mon cher parent, j'aimerais te dire que l'échec de ton enfant, c'est surtout une opportunité pour toi, pour le connaître, pour le comprendre, pour comprendre ses talents. Quels sont ses talents? Pour lui transmettre les réelles valeurs que tu veux lui transmettre et comprendre les siennes, parce qu'il a aussi des valeurs. Ton enfant, c'est ton enfant et c'est surtout un être humain en devenir, un citoyen en devenir, un jeune homme, une jeune femme en devenir. Considère-le comme tel, transmets-lui toutes les valeurs que tu peux lui transmettre. Aide-le à devenir la meilleure version de lui-même, parce que je pense qu'au quotidien, tu veux aussi être la meilleure version de toi-même. Transmets-lui ces valeurs-là et tu verras que l'échec scolaire ne sera qu'une étape vers la réussite de sa vie. Voilà. Alléluia! Amen! Bref, être un parent encadrant et surtout savoir se demander à l'enfant ce qu'il veut. Très important. C'est ainsi que s'achève ce énième épisode. J'espère que tu auras aimé. Si tel est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, partage, commente, like. Ça nous donne de la force pour produire davantage de contenu. Cela étant dit, comme Jocelyne l'a dit, on se retrouve ce 3 mai du côté des Salons de l'Aveyron dans le 12e arrondissement de Paris
pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Tu pourras toucher du doigt Jocelyne, mais aussi son ouvrage qui, je suis sûr d'une chose, t'enrichira également. C'était Valère Bélias et Mathieu Jocelyne. Tout à fait. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas faire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Béco dans la salle? Oui. Ok, super. Donc,